Dans cette présentation, je vais vous parler donc de Nguyen Van Nang, que vous voyez assis sur la chaise, à côté de sa femme, Chan Thi Diem, et son fils, Nguyen Xuan Mai, qui est derrière lui, et son petit-fils, Nguyen Minh Ha. Et en fait, j'ai pu approfondir cette histoire de famille qui, normalement, est très compliquée à trouver, parce que j'ai d'abord connu Nguyen Minh Ha, que j'ai longuement interviewé, le petit garçon, là, et puis il m'a parlé un peu de son père, mais il connaissait très peu, donc j'ai fait beaucoup de recherches sur son père, et je vais sortir un livre sur les Asiatiques pendant la Première Guerre mondiale où il a un chapitre important. Et du coup, je suis remontée au grand-père, Nguyen Van Nang. J'avais presque rien sur lui, la photo, hein, qui est vraiment, il est vraiment le type du lettré traditionnel du Nord Vietnam, et j'ai trouvé, après plein de recherches, parce que les noms sont quelquefois mal écrits dans les dossiers, j'ai trouvé son dossier du personnel à Hanoï, aux archives numéro 1, et un dossier de 200 pages avec plein d'informations sur tout son parcours, et ça m'a permis, et donc après avoir beaucoup travaillé sur sur le petit-fils, le fils, je vais vous présenter un peu Nguyen Van Nang, et maintenant je travaille sur son ancêtre, qui est un martyr de la région justement des Espagnols, et voilà, je ferai un peu un lien avec son ancêtre. Donc pour commencer, quelle heure est-il? Donc j'ai 30, voilà, une demi-heure. D'accord, super. Alors, je commencerai par dire que pour le cas du Vietnam, missionnaires et catholiques vietnamiens ont souvent été considérés comme les alliés naturels des Français, et donc, du point de vue colonial, comme des intermédiaires, des subalternes privilégiés. Depuis la conquête de ce qui va devenir l'Indochine, les officiers français évoquent très souvent le soutien des missionnaires français et de leurs ouailles, et un certain nombre faisaient office d'interprète, c'est vraiment une des fonctions importantes. Et puis tout au long de la colonisation, la protection des catholiques va devenir un argument moral, on va dire humanitaire en quelque sorte, c'est un peu anachronique, de la colonisation. Les Français disant, c'est l'idée de la protection de la diplomatie religieuse, hein, on va protéger les catholiques, les missionnaires en Chine, dans une stratégie tout à fait coloniale et impériale, hein, puisqu'on fait payer les États par monnaie sonnante et trébuchante quand il y a un missionnaire qui est tué. Et donc, il s'agit donc d'une approche classique, hein, d'utiliser une minorité religieuse pour diviser, régner, et voilà. Donc c'est assez classique. C'est pas spécifique à la France, bien sûr. Alors, comme tout pouvoir colonial, la France impériale a besoin d'indigènes pour conquérir et administrer, et donc d'abord recruter des tirailleurs pour conquérir et pacifier, et parce qu'il y a eu des mouvements très longs dans le nord du Vietnam, menés par les mandarins et les lettrés contre les Français. L'Empire a aussi besoin de recruter de la main-d'œuvre, des coulis, hein, pour la mise en valeur, comme pour reprendre le terme du livre d'Albert Sarraut, gouverneur général de l'Indochine. Il a aussi besoin de recruter une élite indigène subalterne, une élite d'abord dite traditionnelle, issue du système de fabrication des élites classiques, mandarinales, décrites par Emmanuel Poisson dans les protectorats que sont le Tonkin et l'Annam, qui sont toujours sous l'autorité théorique donc de l'empereur de Hue, qui est à Hue. Et donc, par ailleurs, ils ont aussi besoin d'une élite moderne, décrite notamment par Benedict Anderson, une élite bilingue, métisse culturelle, qui serait l'intermédiaire indispensable du pouvoir colonial, et qui va être le berceau de beaucoup d'opposition, finalement. Hein, ces élites vont devenir les premiers opposants au système colonial. Alors, quelle est la part des catholiques dans tous ces indigènes qui collaborent avec les Français d'une manière ou d'une autre? Alors, il y a un fait important qui est à signaler, c'est les persécutions qui vont se succéder de manière au XVIIe, XVIIIe. Il n'y a pas sans arrêt des persécutions, mais il y a des phases des phases régulières. Et puis le XIXe siècle qui va être vraiment marqué par une série de persécutions très fortes et qui coïncide avec la conquête par la France et le fait que les catholiques vont être vus avec leurs quelques missionnaires, il n'y en a pas beaucoup, mais qui vont être perçus comme les agents de l'étranger. Et donc c'est pour ça qu'on les persécute, c'est qu'ils sont dangereux et qu'ils risquent d'informer les Français
ce que d'ailleurs on voit dans beaucoup de sources, hein, que les missionnaires effectivement se informent très concrètement, parce qu'il y a et les deux se rejoignant, il y a des persécutions, donc on informe, et donc ce contexte-là est très important, ce qui fait que les catholiques, du coup, et les persécutions vont s'accroître encore plus une fois que les Français sont installés, parce que les persécutions les pires, c'est après que les Français soient déjà là. Et ça va durer pendant quand même une bonne décennie de persécution par les lettrés contre les catholiques. Alors, il y a pas donc il y a eu des nombreux catholiques du delta du fleuve Rouge qui ont été envoyés travailler dans le sud, dans les plantations du sud, y compris dans les mines en Nouvelle-Calédonie et aux Nouvelles-Hébrides. Et les missionnaires se chargeaient de recruter ces catholiques parce que c'était très peuplé et il fallait trouver du travail. Enfin, en tout cas, il y avait une alliance entre les pouvoirs économiques et les missionnaires. Et puis, mais il n'y a pas de statistiques qui indiquent la proportion des catholiques dans l'armée ni dans l'administration. Typiquement, dans le dossier de Nguyen Van Nang, il n'y a pas une seule fois un mot disant qu'il est catholique. Or, bon, moi, il se trouve que comme j'ai travaillé sur les catholiques, je sais qu'il est catholique et je vais introduire des éléments. Mais dans aucun des dossiers, j'en ai vu quelques-uns, il n'y a pas de mention catholique. Donc, c'est très difficile d'évaluer si vraiment ils étaient beaucoup plus nombreux que tous les autres, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres qui n'étaient pas catholiques. Mais le fait que ce soit une minorité, ça a été mis beaucoup en avant. Et donc, en revanche, les catholiques sont généralement perçus par les sources françaises missionnaires ou coloniales plutôt comme une minorité pauvre, dirigée d'abord par une élite cléricale et qui a un nombre important de prêtres indigènes. Ils sont 3 fois plus nombreux déjà à la fin du 19e siècle, 3 fois plus nombreux que les missionnaires. Donc ils sont ils peuvent être perçus comme des intermédiaires. Sauf qu'on peut renverser la question, et c'est en fait un peu l'objet de mon article aussi, c'est de dire au fond ils sont déjà très importants. Les intermédiaires, ce seraient plutôt les missionnaires qui seraient les intermédiaires avec le pouvoir colonial, et c'est eux qui tiennent toutes les paroisses dans les villages, puisque c'était essentiellement une population qui n'était pas puisque les catholiques n'avaient pas le droit d'accéder aux fonctions mandarinales, donc à l'élite suprême. L'ambition de toutes les Vietnamiens, c'était de rentrer dans le système mandarinal, et donc l'arrivée des Français va leur permettre en fait d'entrer dans ce qui ne leur était pas accessible. Donc il y a vraiment un cas spécifique des catholiques vietnamiens. Juste un mot sur les catholiques pour resituer, puisqu'il y a plein d'espaces qui sont décrits. Les premiers missionnaires arrivent au milieu du XVIe siècle. Ce sont des Italiens, des Portugais, des Espagnols, jésuites, dominicains, franciscains surtout. La Propaganda Fidei en 1622 définit des vicariats apostoliques indépendants des puissances espagnoles et portugaises, en confiant en 1659 une partie aux missions étrangères de Paris, et en 1679, 20 ans plus tard, aux dominicains espagnols qui viennent de la province de Manille, donc des Philippines. Et donc, au début du 19e siècle, il y a très peu finalement de missionnaires, et on peut dire au début du 19e siècle, c'est 180 prêtres, et à la fin, c'est le plus du double, et beaucoup de catéchistes, pour environ, alors difficile aussi d'évaluer, mais entre environ 300 000 catholiques selon les statistiques, même si dans les sources du Vatican, c'est comme dans les entreprises, on essaye toujours de montrer que ça marche très bien, et donc jamais, quand on regarde les statistiques, jamais ça ne descend. Et donc, bien sûr, c'est au prix de baptiser des moribonds, des enfants, enfin voilà, il y a toute une industrie de convertir pour montrer qu'on fait du chiffre, quoi. Voilà. Donc, et donc il y a eu donc toutes ces grosses persécutions, et bien sûr, donc il y a assez peu. J'ai dit que c'était les catholiques, la minorité catholique dans les sources françaises, c'est pas perçu comme des élites très importantes. C'est surtout des pauvres. Mais il y a quand même quelques figures. Je les ai juste mis très vite. J'ai rajouté ça tout à l'heure. Donc je vous ai juste mis. Attendez. Oui, les figures. Pardon, c'est pas ça. Non, c'est dans l'autre ordre.
voilà, les élites catholiques. Il y a bien sûr Chondinki et Huintinkoa qui étaient tous pratiquement étaient du sud ou du centre, près de Hue, étaient des interprètes. Ils étaient dans des écoles des missions étrangères de Paris à Penang, c'est donc une formation des séminaristes, et finalement tous ne devenaient pas séminaristes, donc ils apprennent le français, le latin, et donc la plupart ont cette connaissance de la langue qui leur permet d'accéder à publier. Donc eux, c'est surtout des passeurs culturels. Ils traduisent beaucoup d'œuvres vietnamiennes d'abord du chinois en Kokneu, l'écriture romanisée, et puis aussi en français, et dans l'autre sens, des ouvrages français en vietnamien. Donc c'est vraiment il publie le premier journal The Ding Bao en 1862. Donc ils sont très actifs au niveau culturel par leur maîtrise du chinois et du Kokneu qui n'est pas encore développé. C'est surtout à partir de l'après Première Guerre mondiale que le Kokneu va se développer avec la disparition des concours mandarinaux en 1918. Autre exemple, Nguyen Hu Bai ou Ngo Dinh Kha, qui ont été des mandarins du début de la colonisation et qui ont monté grâce à leur connaissance du français. Ils ont tous été interprètes. Donc c'est vraiment la connaissance de la langue française qui leur permet d'accéder. Et puis, par exemple, Denis Lefat Han pour le sud, qui fait partie des grandes familles très riches du sud, des bourgeois de Cochinchine, et Nguyen Dê, qui, lui, est au nord et qui est un des premiers compradors vietnamiens. C'était souvent des Chinois. Voilà, il y a quelques figures, mais elles sont assez rares. Je vous ai quasiment mis les plus importantes. Et donc, moi, je vais vous parler donc de quelqu'un qui est vraiment un subalterne, enfin, vu par les Français, comme un subalterne. Donc, je vous ai juste mis la carte de l'Indochine, le Tonkin au nord, la Nam au centre, la Cochinchine au sud. Et je vous ai mis d'où vient Nguyen Van Nang. Il vient du vicariat oriental qui a été évangélisé par les dominicains espagnols depuis le XVIIe siècle. Vraiment une façon très très différente des Français, qui a été complètement on n'en parle pas du tout, alors que c'était la région où il y avait le plus de catholiques. Et donc c'est vraiment intéressant je me suis donc intéressée spécifiquement à travers cette famille à cet espace-là. Et dans les archives donc de Hanoï, j'ai trouvé, parce que j'ai cherché dans l'administration de la vietnamienne, puisque c'est un protectorat, une carte du village de Cao Sa, qui est un tout petit village donc c'est près de Hưng Yen, et ce Hưng Yen est à une 50aine de kilomètres au sud-est de Hanoï. Donc c'est un petit village, je vous le montre, j'ai été le voir pour visiter le pays de cette famille, de ces 4 générations dont je prépare la biographie familiale. Et voilà, c'est une église typiquement avec des façades espagnoles, plutôt qui viennent de l'Amérique latine, donc plus basses qu'en Espagne. Donc j'ai beaucoup discuté j'étais au Mexique, j'ai discuté beaucoup avec des historiens et même aux Philippines sur cette architecture. Et l'intérieur, c'est un mélange d'un temple avec bouddhiste avec souvent des ouvertures sur les côtés. Là, c'est pas le cas, mais il y a beaucoup d'églises où c'est des panneaux qu'on glisse et les gens peuvent assister à la messe sur le côté. Et vous avez tout au bout des retablos incroyables dans toute cette région, mais des centaines d'églises avec des retablos incroyables. Et là, il y a vraiment un mélange, une acculturation, enfin un mélange entre les retablos qui viennent d'Espagne et d'Amérique latine et le savoir-faire des artisans vietnamiens qui sculptaient aussi des grands, beaucoup le bois dans les temples bouddhistes. Voilà, donc c'était juste pour vous mettre le contexte de ce petit village. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire de la micro-histoire pour approcher le processus de fabrication des élites, en particulier au nord, parce que les grandes élites étaient surtout au sud. Donc, on n'a pas de statistiques. C'est très difficile de repérer cela. Et donc, il se trouve que du fait de mes recherches, j'ai pu trouver le dossier qui vraiment j'ai cherché pendant longtemps de Nguyen Van Nang, qui peut un peu décrire cette histoire. Et mon histoire est sur 4 générations de Nguyen Van Nang, les traits de résidence. Et puis donc son fils qui va devenir un médecin, un des premiers médecins de médecine occidentale, qui va partir la Première Guerre mondiale en France, et ensuite son fils qui va faire des études donc en France, qui va étudier le droit et Sciences Po, et qui va devenir ministre de Ho Chi Minh, ministre de l'économie, et donc
au départ, les catholiques de Causa, c'est vraiment un petit village. Il y a une partie qui est catholique, l'autre, j'ai visité le cimetière, il y a le cimetière catholique et le cimetière non catholique, enfin voilà, bouddhiste. Enfin, donc il y a vraiment une division du village qui est d'ailleurs décrite dans les archives qu'on trouve du système impérial vietnamien, qui fait des rapports sur tous les conflits. Il y a toujours un certain nombre de conflits entre les bouddhistes du village et puis les catholiques. Et Nguyen Van Lang, l'idée, c'est que je ne vais pas, je voudrais inverser la perspective, non pas du pouvoir colonial qui les perçoit comme des subalternes, comme des intermédiaires, mais adopter la perspective d'en bas et de voir aussi que ces personnes ont des stratégies propres qui ne se limitent pas à leur identité catholique. Et c'est ce que j'ai vu dans tout le dossier de Nguyen Van Lang, c'est que souvent les Français comme les missionnaires, on a l'impression qu'il n'y a que les catholiques, la communauté catholique, alors qu'en réalité, il y a toutes sortes de réseaux qui se créent. Et comment est-ce qu'il va y avoir l'ascension de ces 4 générations? Eh bien, c'est par toutes sortes de... Donc, c'est d'essayer d'approcher par en bas ces réseaux. Et j'ai beaucoup utilisé Reinhard Koselleck dans le livre sur les Asiatiques pendant la Première Guerre mondiale. Il parle, donc c'est un historien allemand qui parle de l'espace, il distingue l'espace d'expérience et l'horizon d'attente pour les individus. C'est-à-dire l'espace d'expérience, c'est ce qu'ils vivent individuellement et collectivement, et l'horizon d'attente, c'est leur espoir, leur peur ou leur perception de l'avenir et leurs souhaits. Et en fait, on voit bien finalement dans les dossiers, je n'ai pas de lettres particulières privées, sauf pour le Nguyen Van Nga que j'ai interviewé, mais de voir un peu leur perspective d'avenir. Et donc, c'est vraiment de faire une histoire de ces stratégies d'individus qui renversent un peu la perspective d'intermédiaire vue d'en haut. Et donc, la capacité individuelle des individus à mobiliser des réseaux religieux, mais surtout réseaux vietnamiens, réseaux coloniaux. Et donc les sources, c'est d'abord les sources de la famille, de cette famille, de son fils, de son petit-fils, Nguyen Van Nga, les archives dominicaines qui se trouvent à Avila en Espagne, les archives à Rome, les archives coloniales à Aix-en-Provence et les archives numéro 1 au Vietnam. Donc en fait, je faisais plein d'autres recherches par ailleurs, mais j'avais toujours ce sujet à la marge. Et en fait, ça m'est apparu comme très intéressant pour entrer dans une histoire plus globale de passer par ce personnage. Donc, Nguyen Van Lang, un lettré de résidence subalterne exemplaire. Donc, je vais aller plus vite. On peut suivre donc sa carrière dans son dossier administratif qui se trouve à Hanoï, plus de 200 pages que j'ai intégralement photocopiées, et il va rester un lettré de résidence subalterne pendant toute sa carrière, c'est-à-dire 30 ans, dans l'administration du protectorat. Donc en fait, Nguyen Van Lang, j'ai travaillé beaucoup aussi sur son fils. Quand son fils demande l'état civil, c'est son père qui signe. Il signe toujours en chinois. Et les témoins aussi, parce qu'il y a toujours deux témoins. Donc en fait, il était, et c'est ce que m'a dit son fils, il écrit par exemple son testament en 1930, il l'écrit en chinois. Donc il écrit en fait les lettres que je trouve dans son dossier quelquefois donc en Coc Ngeu, c'est-à-dire en vietnamien latinisé ou en français. Ce n'est pas lui qui l'écrit. On voit bien sa signature ne correspond pas. Donc en fait, il va rester toute sa vie lettré de résidence parce qu'il ne maîtrise pas le français, parce qu'il vient de la région des Dominicains espagnols où il n'a pas appris le français, à la différence de tous ceux que je vous ai présentés, qui grâce au fait qu'ils étaient travaillé avec les missionnaires français, ils ont pu, lui ne parle pas le français, ne l'écrit pas, et en revanche, il va pousser son fils à aller à Hanoï, à aller à l'école Puginier, à apprendre le français et à rentrer dans l'administration. Mais lui, il va rester subalterne. Donc, il y a des quantités, j'ai sa progression sur toutes ces 30 ans. Et il va arriver, il commence lettré auxiliaire. Alors, il y a 6 classes différentes. Et puis, il va devenir lettré titulaire. Et après, lettré, il y a encore un autre grade, je ne l'ai plus ici. Mais donc, ça met carrément 30 ans pour qu'il arrive jusqu'à la fin. Mais il n'arrivera jamais à passer le grade au-dessus qui est secrétaire-interprète. Mais il ne peut pas, puisqu'il il peut écrire en chinois, puisque l'administration est encore vietnamienne jusqu'en 1918. Mais donc, c'est un extrait vraiment, on va dire, subalterne, qui n'arrive pas à passer le plafond de verre du fait de sa méconnaissance du français. Et donc,
Je vous ai juste mis un peu tout ce qu'il y a dans son dossier. Il commence par Backning et il a d'abord été engagé dans des brigades, dans des troupes qui ont aidé les Français. Alors, il dit qu'il a travaillé avec un commandant français, Donnier, mais en réalité, ce que je vois dans son dossier, c'est qu'en fait, il a travaillé pour un mandarin vietnamien qui s'appelle Hoang Co Hai, qui est très connu au Vietnam et qui est devenu le vice-roi du Tonkin. Et en fait, il était de cette région de Hưng Yên, et en fait, il s'est engagé dans les troupes de ce mandarin vietnamien qui s'est allié avec les Français. C'est un peu une nuance, ce n'est pas un tirailleur qui a rejoint les Français, on est en pleine conquête. Et donc pendant quand même de 84 à 87, il n'y a pas de trace de dossier français. D'ailleurs, quand il demande sa retraite en 1914, on dit non, il n'a pas travaillé, on n'a pas de trace de vous entre 84 et 87, et donc il devra travailler jusqu'en 1920 pour avoir toute sa pension. Et donc, voyez comment il monte, lettré auxiliaire, après il devient lettré titulaire, on commence par le 6e grade et on monte de plus en plus. Il ne devient lettré titulaire qu'en 1911, et puis il devient lettré principal. Voilà, il devient lettré principal. Et il est mis à la retraite, donc non pas en 1917, mais en 1920. Voilà, donc il a eu quelques décorations, dont une décoration qui est importante, qui est, dès 1895, le dragon d'Annam, chevalier, qui est remis par le vice-roi du Tonkin. Ce qui veut dire que vraiment, son réseau, c'est le vice-roi du Tonkin. Et d'ailleurs, on va voir que son fils va épouser la petite fille du vice-roi du Tonkin. Donc ce n'est pas ni par les missionnaires espagnols, ni par les missionnaires français qu'il progresse. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis, donc j'avance, voilà, donc sa carrière. Oui, dans sa carrière, dans les villes où il va aller, c'est d'abord des villes qui sont, comment dire, périphériques, Bac Ninh, Quang Nguyen, Hung Hoa, Son Tay, Chau Bo. C'est vraiment des régions qui sont difficiles d'accès, compliquées, et il commence quand même pendant très longtemps, pendant des années, il travaille là-bas. Et d'ailleurs, il n'a en tout et pour tout, dans tout son dossier, que 3 fois où il a des congés, une fois de 29 jours, une fois de 20 jours, sa famille restant à Khao Sa Hưng Yên, et lui étant pratiquement pendant toute sa carrière très loin de sa famille. Donc ça indique un peu aussi le prix de monter. Alors pour lui, c'est un accès à une fonction de l'administration, même s'il n'arrivera jamais à passer au-dessus du fait qu'il ne parle pas le français, mais c'est au prix d'avoir très peu vu sa famille. Et donc les seules fois où il peut avoir des congés, c'est parce que sa mère est décédée. Sa mère, veuve parce qu'il était fils unique d'un père mort martyr. Donc on voit que sa vie a été très dure. Il le dit, il est malade, il a passé beaucoup de temps dans les régions difficiles, et finalement il arrive à descendre plus dans le delta et aller notamment d'abord à Ninh Binh, Nam Dinh, qui sont des régions d'ailleurs catholiques, où il y a beaucoup de catholiques, enfin une grande partie, et puis finalement Hưng Yên en 1908, mais c'est déjà à la fin de sa carrière. Et donc, quelles sont les appréciations? Donc, très vite, il y a des quantités. J'ai toutes ces appréciations, je vous les résume. Là, je l'ai mis, c'est mon tableau, j'ai pas eu le temps de sélectionner. Mais en gros, les appréciations sont qu'il est un très bon lettré, parfait lettré, sérieux, qualité de droiture et de probité, dévoué. Un dévouement absolu, sentiment de loyalisme à toute épreuve vis-à-vis du protectorat. Il y a quelques commentaires où on dit que c'est un lettré ordinaire, quelques doutes sur sa conduite, il y en a toujours, et puis un où on dit à surveiller, mais globalement, dans toutes ces appréciations qui sont là, il est vraiment très bien noté. Donc c'est voilà, je termine sur ça c'est le début de sa carrière, vous voyez, bon serviteur, dévoué, intelligent, bon employé. Donc là vraiment, on peut voir que c'est le type même du subalterne qui est fidèle à la France voilà. Et donc, je voudrais terminer sur cette deuxième partie, sa stratégie, quels sont les réseaux de Nguyen Van Nong, et notamment par rapport à son père et par rapport à son fils. Alors, l'ascension sociale de Nguyen Van Nong, il est d'abord le petit-fils de martyrs qui ont été donc persécutés, notamment pendant l'année 1860-61. Et donc, il y a toute une histoire familiale qui dit que ce grand-père est mort martyr, que les dominicains et les prêtres sont venus pour l'interviewer parce qu'on en a choisi finalement que 107 alors qu'il y en avait des milliers. Et donc, il y a plusieurs noms possibles. D'ailleurs, dans son dossier, il donne au moins 3 noms différents. Il faut savoir que les noms changeaient souvent et quelquefois, on prenait le nom de son fils. Enfin, et puis
puis pendant les persécutions, c'était aussi dangereux, donc les noms changent beaucoup. Donc Nguyen Van Nga ne savait pas quel était le nom de son grand-père, et donc moi j'ai retrouvé dans les archives des dominicains espagnols qui se trouvent à Rome, la liste ils ont fait sur 1861 des enquêtes pendant des années, village par village, et ils sont revenus encore au début du XXe siècle pour faire témoigner tout le monde. Et ce qui est vachement intéressant dans ces sources, donc tout en latin, bien sûr les interviews se faisaient en vietnamien et ensuite étaient traduits en latin puisque c'était pour passer la béatification et devenir peut-être saint, voilà. Et donc ce qui est incroyable, c'est que j'ai pu identifier le village de Causa, 80 personnes. Donc c'est un tout petit village, il y a eu 80 martyrs dans l'année 1860-61, et j'ai une idée un peu du profil de tous ceux qui sont morts. Donc des adolescents, peu de femmes à Causa, mais il y avait aussi un certain nombre de femmes. Et d'ailleurs, les récits des interviewés, c'est beaucoup des femmes qui allaient dans les prisons, qui témoignent de comment ça se passait. C'est vraiment la voix des femmes, ce qui est très rare dans les archives missionnaires. On ne parle jamais de la voix des femmes. Donc, ce témoignage est très intéressant et je pense avoir découvert qui était le père de... Et enfin, après avoir discuté avec Pierre-Emmanuel, je ne suis pas à vérifier, mais à Causa, tout petit village, il y avait deux médicus, deux médecins. Or, moi, la médecine traditionnelle, je me disais, il doit quand même mettre... Parce que comment est-ce que Nguyen Van Nang, il avait 1 an quand son père a été tué. Comment il a appris le chinois alors qu'on est en pleine persécution, qu'il doit fuir, qu'on disperse les catholiques? C'est quand même un contexte très difficile pour apprendre. Mais n'empêche qu'il n'écrit que le chinois. Donc, je me suis dit, soit donc il est lettré, peut-être qu'il y avait quelqu'un dans la famille, ou peut-être donc c'est les seuls qui sont martyrs, parce qu'il y en a, c'est des agriculteurs, des militaires, enfin des soldats. Il y en a que 2 il y en a un qui connaît les caractères, c'est mentionné, donc il y en a 3. Et donc il y a 2 médecins et quelqu'un qui connaît les caractères. Et donc je me dis que ça doit être un médecin, et donc du coup ça m'a permis de faire le lien avec son petit-fils, puisque le fils de Nguyen Van Nang va être poussé par son père à devenir un médecin, mais un médecin occidental. Je vous montre juste la photo de Huang Kochai, où on raconte justement son armée qu'il a développée, qui a choisi la collaboration avec les Français, et donc il a fait partie, là on parle de, je pense que, je sais plus, c'est pas ici dans ce passage, où on parle de ce colonel français qui sous les ordres duquel il aurait servi. Donc je vous ai mis ici tous les ordres. C'était juste pour dire que il a une longue carrière qui a duré jusqu'en 1921. Et là, c'est à droite, c'est son acte de décès. Donc c'est pas lui qui a signé. J'aurais dû trouver un acte d'état civil de son fils où il signe tout le temps en caractère. Et donc je dirais juste que en tant que subalterne, quelle a été sa stratégie? Il a fait des choix de sortir du monde des catholiques espagnols, qui étaient quand même très fermés, pour rentrer dans les troupes de Huang Kochai et ensuite de rentrer dans l'administration française. Il ne parle pas le français, il va tout faire pour que son fils, il l'envoie, il n'a même pas 10 ans, à l'école Puginia à Hanoï, et ensuite il est parmi la toute première promotion qui devient médecin à l'école de médecine, qui sortira en 1910 de l'école de médecine de Hanoï. Donc il a vraiment une stratégie très claire pour sortir de la pauvreté, il n'y a pas d'élite, et il voit bien qu'avec les Espagnols, il n'a pas grande chance d'arriver à quoi que ce soit dans une colonie française. Donc il a vraiment pris ce risque de rentrer d'abord dans le militaire et puis ensuite rentrer dans l'administration, qui est son modèle, puisqu'à l'époque encore, c'est l'administration mandarinale qui est la plus prestigieuse. Et Nguyen Van Nang va aussi être le père de son fils, Nguyen Xuan Mai, qu'il envoie, donc je vous ai dit tout ça, et oui, je vous ai déjà dit tout ça, et je vais vous évoquer Nguyen Xuan Mai très rapidement. J'ai fait beaucoup de choses sur lui déjà. Nguyen Xuan Mai, qui était médecin auxiliaire à l'hôpital indigène de Hanoï, vous le voyez là avec le vélo en habit plutôt de militaire, parce qu'il était français. Alors, je vais vous il n'était pas encore français, mais il est au centre avec son vélo, et il va diriger l'hôpital Annamite. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un super dossier qui est énorme, ce qui s'appelle l'affaire Martin Mai, où tout jeune, il a 22 ans, il se fait gifler par un Français qui veut absolument voir le corps de sa maîtresse vietnamienne, et il lui dit non, il est trop tard, 5 heures, repassez demain, et il se fait gifler. Et le docteur Mai va entamer une action judiciaire contre le Français. Et donc, c'est une histoire incroyable. Donc, ça montre déjà qu'il a une très forte volonté
ça le décrit. Et là, donc j'ai travaillé beaucoup sur lui pendant la Première Guerre mondiale. Il était prévu qu'il ait une bourse pour aller en France en 1913, sauf que les budgets sont supprimés juste avant la Première Guerre mondiale et il n'a pas finalement la bourse. Et il va partir en 1916 volontaire pour travailler. Et vous le voyez ici, il obtiendra la nationalité française dès son arrivée quasiment. Au départ, les Français disent « on va vous donner la nationalité française » et après ils disent « mais non, ça va être vraiment terrible ». Donc lui, il y en a très peu qui l'ont obtenu, mais lui, il a demandé tout de suite. Donc il devient citoyen français et vous le voyez, décoré de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur. Il est toujours avec son supérieur français médecin et sur le front se crée vraiment une égalité, vraiment il est au chemin des dames, il a vraiment un parcours et tout ça, ce sont des photos de son album. C'est quasiment, je pense, le seul album, une centaine de photos d'un indigène qui est devenu français, qui a acheté son appareil photo dès qu'il est arrivé et on a comment il a vécu la Première Guerre mondiale vue par lui. Et il se présente comme les photos sont comme les photos de militaires français. Il se comporte tout à fait comme lui. Et il va obtenir le doctorat français. Il demande après la Première Guerre mondiale de rester. À 2 reprises, Albert Sarraut lui refuse le droit lui oblige à rentrer, et lui va se débrouiller pour rester. Comment ? Parce qu'il a été gazé pendant la guerre, et il va être pendant 6 mois, pas 6 mois, 2 ans, tous les 6 mois dans des hôpitaux, et il va réussir à passer sa thèse à Montpellier. Il sera docteur, un des premiers docteurs vietnamiens, et on le voit ici tout derrière à l'exposition coloniale de Marseille en 1922, et il repart au Vietnam en 1922, et il va se marier au retour. Vous le voyez dans sa voiture, il a acheté une voiture. C'est la première chose qu'il achète aussi dès qu'il rentre. Il y a très peu de Vietnamiens qui, en 1922, achètent une voiture. Et on le voit avec les petites filles de Hoang Trung Phu, qui est le fils du vice-roi. Voilà, c'est donc il a épousé la fille du vice-roi. Donc vous voyez que la stratégie, finalement, comment dire, son ambition, enfin finalement son fils est passé vraiment très rapidement. Et je terminerai juste sur son petit-fils par qui tout a commencé, sur qui j'ai beaucoup travaillé, Nguyen Minh Ha, qui a été ministre de Ho Chi Minh. Je vous ai mis la photo quand il est venu à Fontainebleau pour négocier avec les Français. Donc on le voit à côté de Ho Chi Minh et de l'autre côté Marius Moutet. Et on le voit ici avec le ministre de la Justice de Ho Chi Minh. Et donc, son fils, lui, était né citoyen français et inspecteur du travail français. Et donc, il s'est marié d'ailleurs avec une Française. Et il va donc monter au plus haut. Donc, c'était pour vous montrer comment alors qu'il y avait très peu d'élites au Nord, comme un exemple qui est vraiment très difficile à trouver parce que on peut pas remonter au martyr, mais du coup dans cette histoire de famille j'ai pu remonter au fur et à mesure à l'enceinte martyr. Donc c'était juste pour conclure en disant que ces élites vont en quelques générations correspondre à ce qu'a décrit Benedict Anderson, ces élites métisses qui se rebellent contre le pouvoir colonial, dont Nguyen Minh Ha qui va rejoindre Ho Chi Minh, et donc une vraie agency, une vraie capacité de ces élites à construire eux-mêmes leur réseau et leur progression sociale, et non pas l'image que l'on a tout le temps dans les archives de bonnes oreilles catholiques qui sont bien obéissantes et qui sont dans les villages et qu'il faut contrôler, ou en tout cas qui n'ont pas les capacités. Donc c'était juste pour renverser un peu la chose et montrer comment on arrive à 1945, quand les missionnaires se rendent compte que les indigènes, mais aussi tous les séminaristes et les catéchistes se révoltent de manière très violente contre eux. Et donc tout ça explique un peu le parcours. J'ai terminé. Merci beaucoup Claire, c'était passionnant et d'avoir comme ça 4 générations, c'est quand même assez exceptionnel pour les modernistes en tout cas, d'avoir des archives de cette teneur-là. Et puis surtout, je pense que c'est un bon exemple aussi pour les étudiants de voir comment se construit une enquête en fait de manière complètement progressive en remontant comme ça le fil de l'histoire et des archives. Alors je pense qu'il y aura plein de questions qui vont être suscitées par la communication et puis aussi avec ces parcours, ces multiples allégeances, mais qui se transforment aussi de génération en génération. Je pense que ça, on en a des cas aussi à l'époque moderne.
voilà, de passer d'un... Surtout des fois quand on se trouve dans des cas de frontières impériales, d'avoir des allégeances mouvantes, mais qui permettent justement de faire avancer en fait les carrières. Absolument. Et qui font partie. Alors justement, moi c'est peut-être une de mes premières questions, c'est jusqu'à quel point on peut parler des fois de stratégie. C'est aussi des réflexions méthodologiques de ce point de vue-là. Est-ce que c'est réellement, surtout quand on n'a pas forcément décrit de la part de ces personnes-là, jusqu'à quel point le travail de l'historien reconstruit cette dimension stratégique. Alors bien sûr, pour le martyr, aucune idée. Je ne peux pas dire grand-chose, mais pour le martyr, est-ce une stratégie quoique pour certains, si. Je ne sais pas, là je ne m'avancerai pas. Mais pour Nguyen Van Nang, on voit très bien donc, le parcours de son fils. S'il l'a envoyé à Hanoï, c'est son fils unique. Il a perdu sa fille, il l'envoie à Hanoï, il a 10 ans. Il faut quand même le vouloir. Et puis, quand il rentre dans l'école de médecine, il a 16 ans, c'est encore un enfant. On choisit, les premiers médecins sont choisis à l'école Pugginier parce qu'ils parlent français, tout simplement. Et donc, je pense que c'est pas le petit garçon qui a dit je veux faire médecine, donc il sait même pas ce que c'est. L'école de médecine vient juste de s'ouvrir. Donc je pense que là c'est son père. Je pense pas que c'est ça. Alors peut-être sa mère, c'est possible, mais l'idée que, mais c'est pas sûr que l'ancêtre ait été un médecin traditionnel. Je trouvais ça intéressant, mais encore à vérifier parce que voilà, entre les trois possibles qui écrivent le chinois, je ne sais pas. Et dans les petites biographies qu'ils font, quand on est lettré, etc., on le mentionne dans les petites biographies. Donc, je pense qu'il y a eu, du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y a eu une stratégie de dire, aujourd'hui, il y aura plus de lettrés traditionnels comme confucéennes. Les médecins traditionnels, c'est des médecins qui ne sont pas beaucoup reconnus. Là, je vais le mettre. Donc, je pense que c'est vraiment lui qui l'a mis. C'est pas son fils qui l'a fait. Et pour son fils, alors, j'avais cette idée qu'il est parti, il s'est engagé dans la Première Guerre mondiale parce qu'il voulait avoir le doctorat. C'était une hypothèse qui s'est révélée. Mais j'ai mis du temps à le vérifier. D'abord parce que j'ai retrouvé sa thèse à Montpellier, 1922, et il fait une longue introduction. C'est le seul texte où il écrit. Et c'est très long, et il parle de manière très personnelle. Et il dit « Je suis arrivé au but que je m'étais fixé ». Donc là, il dit très clairement « Je voulais être docteur ». Parce qu'il aurait pu avoir une bourse, c'était prévu. Il est jusqu'au bateau qui était prêt déjà en 1913, et finalement, tout est annulé avec la guerre, et il ne peut pas partir. Et comme il n'y a plus de doctorat confucéen, je pense vraiment que son truc, c'était je veux passer docteur en médecine. Le doctorat en médecine ne pourra être possible en Indochine que dans les années 30. Donc, il sera déjà mort en 1929. Donc, vraiment, il y a une stratégie. Et la façon, donc j'ai beaucoup interviewé son fils. Bien sûr que son fils, il l'a amené à 10 ans, il l'a ramené avec lui en 1925 et il l'a mis dans une école française à Marseille. Bien sûr, c'était son but et il disait, il faut que tu étudies et je veux que tu parles parfaitement le français pour être... Et donc surtout, ce que j'ai vu avec l'affaire Martin Maille, c'est qu'il a eu un choc. Voilà, il est arrivé à faire l'école de médecine sans arrêt. Donc il y a des quantités de lettres à l'administration. Quand il devient citoyen français, il dit maintenant je veux avoir le même salaire. Mais tout le temps, il dit, il fait des lettres, il écrit parfaitement le français. Il dit je rentre dès une semaine après la fin de la Première Guerre mondiale, il écrit au gouverneur général pour dire écoutez, je voudrais avoir un poste à l'école de médecine à Hanoï. Donc, enfin, je veux dire, il a une ambition très claire. Et bien sûr, c'est pas possible. On ne veut pas d'un Vietnamien qui est docteur et on l'envoie dans une province très difficile. Et finalement, il va quitter le Vietnam parce qu'il ne supporte pas d'être relégué systématiquement. Il demande des indemnités parce qu'il est très malade à cause des gaz. Pour avoir c'est pas l'indemnité, c'est une pension d'invalidité. Il va être renvoyé en Algérie et il n'aura la pension d'invalidité qu'un an avant sa mort. Il sait très bien de quoi il meurt parce qu'il est médecin et qu'il sait très bien qu'il a été attaqué par tous les gaz. Et donc, il se bat en permanence dans l'administration, mais avec tous les médecins. Il a eu, je ne sais pas, 15 commissions médicales. Donc, c'est quelqu'un qui veut faire reconnaître son égalité. Je suis français, j'ai la Légion d'honneur, j'ai la Croix de guerre, je demande ça. Et en fait, il va échouer. La seule chose qu'il aura, on ne paiera même pas le voyage pour qu'il aille mourir au Vietnam, alors qu'il est officier français, etc., parce qu'il travaille pour l'armée, mais il mourra à l'hôpital de la Naissance, qui est un hôpital réservé aux militaires français. Donc c'est sa seule, je veux dire, à la fin, c'est ça qu'il aura.
Et en revanche, c'est son fils qui va reprendre la chose. Donc là, j'ai fait beaucoup d'interviews de lui, et là, on voit très bien que cette frustration, cette volonté voilà. Donc voilà, il y a vraiment une stratégie. Mais je l'ai su, ça m'a mis 20 ans parce que j'ai trouvé les trucs à plein de périodes différentes. Donc il y a une vraie stratégie. Deux petites questions, Claire. C'était passionnant. Nguyen Van Mai, il a quel grade en tant que médecin militaire? Quel grade? Il est médecin. Attends, il est payé 10/17e de son salaire. Il ne peut pas être payé, mais il passe dans l'assistance médicale française. Il revendique parce qu'il est d'abord il est dans le cadre de médecins indigènes. Alors il faudrait que je vérifie. Donc j'irai vérifier parce que c'est dans tous ces dossiers, mais j'ai pas en tête le grade. Mais il se bat pour passer du corps indigène au corps français, et il va finir par l'obtenir. Mais c'est intéressant parce qu'en Indochine, en fait, jusqu'en 1930, quand tu es indigène, tu ne montes pas au niveau au sous-lieutenant. Et donc je vérifierai. Chez les tirailleurs sénégalais, tu peux monter jusqu'au niveau de capitaine. Et je pense quand tu es français, tu peux monter davantage, évidemment. Donc, mais je pense qu'il y a quand même un plafond de verre qui doit être donné. Donc ça serait intéressant de le voir. Très bien, je vais vérifier dans le dossier. En quelle année, il part en quelle année déjà aussi? 25. Ah non, il part en quelle année? Où ça? Sur le front. 1916, juillet. Au moment où tous les tirailleurs anamites partent, oui. Et est-ce il doit soigner uniquement des tirailleurs anamites? Donc, il soigne des Français. En théorie, c'est lui qui, à Fréjus, examine tous les... Parce qu'il y en a une grande quantité, hein, pas loin de 190 000 soldats. Enfin, c'est pas à ce moment-là, c'est surtout le reste de la guerre. Mais il est chargé de surveiller la santé de ces anamites. Et il doit... en fait, sur les photos il y a des photos incroyables sur le front. Il y a des photos dans les tranchées. Il est tout le temps... il est dans l'hôpital. Il y a une photo où il est dans l'hôpital. On voit des subalternes vietnamiens qui ramassent les corps sur le front. Mais... Il y a des travailleurs vietnamiens et alors, des militaires vietnamiens aussi. Donc lui, il se met toujours sur la photo, devant, comme son copain militaire. Et qui le note très bien, parce que j'ai tous les carnets de notes, il est excellent, c'est un excellent médecin, il mérite de rester, etc. Et j'ai des photos aussi privées, c'est-à-dire qu'il est reçu dans les familles, et il est avec plein de Français. Et donc c'est vraiment, il a une intégration à la société française assez incroyable. Voilà, donc... Et juste après, je te dirais, il faut que tu ailles voir les archives du Chétan à Fréjus. D'accord, oui, je ne les connais pas, Fréjus. Et c'est des troupes de marine, et donc des médecins de marine. Comme tu dis, pour son père, il était à Sontaï et à Turbo, il est maître de 6e classe, et il travaille dans le deuxième bureau. Le deuxième bureau, c'est renseignement. Bien sûr. Oui, donc je ne suis pas rentrée dans les détails. Au départ, il s'occupait plutôt des impôts. Alors, du renseignement, donc mais c'est écrit deuxième bureau, donc voilà, mais a priori, j'imagine qu'il informait à l'administration vietnamienne et c'était traduit parce que lui vraiment a un problème avec le français. Je veux dire, on voit bien qu'il ne peut pas passer au grade supérieur de secrétaire interprète. Donc oui, il a dû aussi faire ce travail-là, mais il est dans l'administration impériale. Hein, tout est en chinois. D'ailleurs, tous les dossiers que j'ai, la belle. Il est à la résidence. Mais il est à la résidence, donc il passe. Donc en fait, il passe. C'est l'infra-bureaucratie coloniale. Voilà. Donc en fait, il passe de l'un à l'autre. Mais il écrit, c'est lui qui fait la communication des Français avec les fonctionnaires vietnamiens qui écrivent toujours en chinois. Donc c'est lui qui fait les traductions. Alors je ne sais pas, c'est lui qui écrit et je pense qu'il traduit, il écrit les textes en chinois. Parce que par exemple la carte que j'ai de Khao Ça, c'est des dossiers, tout est en chinois. Et après il y a la traduction française à côté. Je ne lis pas le chinois, mais tout est en chinois. C'est-à-dire que dans l'administration assez bas, tout est en chinois.